Présidentielle 2022. En débat vous emmène à la rencontre des candidates et des candidats. Inscrivez-vous dès maintenant pour le grand débat le 23 mars à la Maison de la Radio sur h22.fr. Bienvenue dans En débat 2022, au cœur des QG de campagne. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre QG. On va, à travers cette émission, aborder plusieurs sujets, celui de la ressource, de l'école, de l'accessibilité universelle. Petite première question, quel est le lien que vous entretenez avec le handicap ? J'ai des amis qui sont très engagés dans la bataille pour l'égalité des droits. Certains de très longue date, d'autres, hélas, plus récemment. Et comme souvent dans la vie politique, on est mis en contact de réalités avec lesquelles on n'est pas familier. Et on apprend comme ça à mettre à l'épreuve des circonstances la force et la valeur des principes qui nous animent. Donc j'ai toujours trouvé motivant d'y réfléchir et de proposer. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on a une accessibilité perfectible ? J'entends par là, dans le cadre bâti, sur l'accès à la santé, aux services administratifs, de manière générale, et puis dernièrement la loi Elan qui est passée de 100% de logements accessibles à 20%. Vous trouvez qu'on est perfectible, ou ça va ? Il vaut mieux penser qu'on est perfectible, ça serait vrai en toutes circonstances, parce qu'on ne peut jamais dire qu'on atteint une situation pleinement satisfaisante, mais là on n'en est pas là, on est des années-lumière de ce qu'il faudrait que ce soit. Il n'y a pratiquement aucun effort qui a été fait, et à chaque occasion, on a rogné sur à peu près tout. La loi Elan dont vous parlez, moi je me rappelle de l'état de consternation où tout le monde était, en apprenant qu'on pouvait comme ça, de sang-froid, décider de passer de ce qui semble être une évidence. Tout doit être accessible, à froidement, non. Très peu sera accessible. Et en plus, quand on dit on est passé de 100% à 20, ça ne veut pas dire qu'il y a 20. Hein, ça veut dire que c'est un objectif. Et puis, après, c'est vrai, là on parle pour la mobilité, mais il n'y a pas que la mobilité. Il y a d'autres gros dossiers qui, des fois, réapparaissent comme ça à la faveur d'une polémique imprévue. Je pense à celle qu'a déclenchée M. Zemmour à propos de la question de l'inclusion à l'école. Que l'inclusion était une mauvaise manière faite aux autres enfants ? Oui, alors on pensait qu'on avait dépassé ça, mais non, et on y a replongé parce que aussitôt des bonnes âmes sont venues dire « vous ne pensez pas que, quand même, il y a une difficulté, etc. » Bon. Et donc on s'est retrouvé du jour au lendemain replongé à devoir redémontrer, des fois simplement expliquer ce qu'est une classe à des gens qui n'en ont aucune espèce d'idée et qui croient qu'une classe est une séance de gavage de savoir, et donc il faut que tous les enfants animaux soient bien alignés pour qu'on puisse bien enfoncer dans leur gorge le savoir. Et pas du tout un collectif humain dans lequel, des fois, la présence d'un jeune enfant qui est en bataille avec un handicap est une source de progrès collectif pour tout le collectif humain qui est là. Donc vous, si je comprends bien, l'école inclusive, c'est vraiment un cap que vous voulez tenir dans votre programme si demain vous êtes président ? D'abord, un président ne s'occupe pas de tout, il faudrait peut-être s'en souvenir, mais il y a une telle culture monarchique dans ce pays qui est assez bien reflétée par la structure des interviews auxquelles nous sommes confrontés, et où, il faut savoir tout sur tous les sujets en permanence, avoir une doctrine, une philosophie, des mesures, des chiffrages. Tout ça est grotesque, mais nous faisons tous semblant. Alors donc commençons par dire que si je suis président de la République, je ne me mêlerai pas de dire comment on doit éduquer les jeunes enfants handicapés. Ça ne pourra pas être tout ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des objectifs qui doivent être poursuivis. Mais le principe politique des objectifs, comme par exemple l'accessibilité, après il y a des sujets où, je sais bien que vous avez déjà tranché, mais moi j'ai pas tranché, et comme ça tombe bien, on ne me demandera pas mon avis, il se réglera tout seul le sujet. Je pense par exemple à la langue des signes. Vous savez que tous mes meetings sont redonnés en langue de signes pour autant. Et cette interview aussi. Ouais, mais pour autant, moi je discute ce point. Parce que j'ai connu une période où je me suis battu avec d'autres pour qu'il y ait une filière scolaire intégrale depuis la maternelle, c'était à la ville de Massy,
jusqu'à la fin du lycée, qui se passe dans une autre ambiance que celle de la langue des signes, c'est-à-dire on se battait absolument et jusqu'au bout pour que même des gens qui étaient profondément malentendants, pas un petit handicap, soient intégrés à la société par l'apprentissage. Je ne me demandais plus comment tout ça médicalement était possible, mais pédagogiquement, je m'en souviens très bien. Alors évidemment, c'était des sous, c'était une dépense, mais déjà à l'époque, seuls les riches pouvaient s'offrir les écoles privées qui garantissaient ce type d'apprentissage, tandis que tous les autres étaient priés d'aller se faire voir. Alors, pour ce qui est le principe d'action, il faut bien comprendre une chose. Soit vous considérez que la vie est un marché, ce qui est le point de vue des libéraux. Donc, si vous avez un handicap, vous vous débrouillerez avec le marché. Si vous avez beaucoup d'argent, vous le compenserez. Si vous n'en avez pas, tant pis pour vous. Soit le principe qui est à l'œuvre est d'une nature différente, c'est qu'on pense que c'est l'entraide qui est la meilleure clé d'organisation de la société. Et en particulier que l'entraide repose sur une idée fondamentale qui est celle de l'humanisme, à savoir que les êtres humains sont totalement responsables de leur destin et en sont les auteurs, les créateurs. Alors, dans une telle perspective, vous voyez bien qu'il n'y a de place ni pour la fatalité du marché, ni pour celle de l'œuvre de Dieu, ni non plus pour le handicap, dans la mesure où il serait une assignation, un déterminisme biologique qui commanderait un déterminisme social. Donc, ma règle de vie, c'est ce qui est bon pour un est bon pour tout le monde. D'accord. Vous voulez toucher à la hache ou pas ? L'allocation adulte handicapé, qui aujourd'hui sur... Oui, mais je connais l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, ils ont décidé de la conjugaliser. Voilà. C'est quelque chose qui est... avec un abattement de 5 000 € sur le foyer. Donc ça, vous le condamnez, vous ? Et vous en voulez pas ? Je ne peux pas être d'accord avec ça, dans la mesure où ça rajoute une difficulté dans la vie de gens qui en ont déjà suffisamment d'autres à connaître. Et puis parce que ça place les gens devant un chantage qui est odieux. C'est soit de renoncer à leur couple, soit de renoncer à leur allocation. Donc je trouve que c'est un chantage odieux. D'habitude, quand vous êtes en couple, au contraire, on vous propose un abattement en couple marié ou pacsé, on vous propose des abattements fiscaux. Bref, on a tous trouvé ça odieux comme c'est arrivé, et ça a déclenché dans les rangs des députés beaucoup de discussions, parce que beaucoup de gens étaient choqués, y compris dans la majorité. Vous voulez réévaluer la hache ? Parce qu'aujourd'hui, elle est à 903,60 €. Le seuil de pauvreté a été ramené à 1 102 €. Oui. On a prévu que tous les minima, qu'il n'y aurait plus de minima en dessous du seuil de pauvreté. Mais soyons clairs, c'est pas, le calcul se fera sur ce qui est disponible pour la personne. Hein. Ouais. Donc ça ne veut pas dire chaque minima sera à 1 000 €, quels que soient par ailleurs les revenus de la personne. Donc, mais personne ne devrait recevoir moins que 1 000 €, en tout cas moins que 1 063 €. C'est la barrière qu'on a établie, enfin la barrière, l'étage qu'on a établi pour distinguer le niveau d'intervention, parce qu'il nous semble que c'est aberrant de dire on va donner quelque chose à quelqu'un, mais il va quand même rester pauvre. Donc si il reste pauvre, c'est qu'on l'institue pauvre. Et ça, il ne peut pas être question de ça, en tout cas dans notre vision la manière de gérer la société, quoi. En août 2021, la France, avec la secrétaire d'État au handicap et Mathieu Annereau, sont allés à l'ONU présenter la politique en matière de handicap telle qu'elle est pratiquée dans notre pays. L'ONU a ensuite émis un rapport en septembre 2021 qui nous exhorte à fermer les établissements médico-sociaux. Ça, vous le comprenez, ou vous vous dites, non, c'est complètement exagéré? Je pense que... Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour l'ONU et je considère que c'est l'organisme international qui doit nous servir de référence. Alors j'écoute avec sympathie ce qui s'y dit. Je comprends l'état d'esprit. L'état d'esprit, le fond philosophique serait assez identique au mien. C'est-à-dire une personne qui est en situation de handicap a radicalement les mêmes droits que les autres, et notamment le droit de vivre avec tout le monde autour de soi. Donc que l'établissement d'inclusion soit spécialisé peut paraître choquant. Cependant, nous, Français, si on devait maintenant rayer de la carte les établissements de cette nature, on serait devant une crise majeure, et donc ça ne sert à rien d'hypocritement dire « oui, très bonne idée », puis ensuite on ne fait rien derrière. Voilà pourquoi, tout en entendant ce que dit l'ONU, je ne vois pas très bien comment on pratiquerait ça.
D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on incorpore une dose de proportionnelle de personnes en situation de handicap sur la liste électorale, de la même manière qu'on le fait sur la parité homme-femme? Non, en aucun cas. La parité homme-femme est la seule exception qui distingue fondamentalement les individus et qui peut exiger une représentation parce que sinon, eh bien, les 52% de la population sont exclus de la représentation politique. Qui plus est, les femmes font l'objet d'un modèle de discrimination et de ségrégation qui est spécifique, millénaire, et qui s'appelle le patriarcat. Donc nous sommes en pleine lutte contre les conséquences du patriarcat. La question du handicap fait aussi l'objet de discrimination. 22,7% selon les défenseurs des droits, ça fait quand même 3 années de suite que le handicap est en tête de classement, loin devant les origines à 14,5% et les états de santé à 10,3%. Donc on ne peut pas dire que le handicap ne soit pas une source de discrimination. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'était pas une discrimination qui pouvait fonder un quota de représentation. Mais je ne dois pas vous surprendre, d'une manière générale, je suis contre les quotas. Quotas ethniques, quotas religieux, et toutes ces histoires qui sont anti-républicaines m'ont toujours exaspéré. Alors évidemment, expliquez-moi voir pourquoi, parce que vous êtes aveugle, ça change votre rapport au libéralisme ou au communisme. Je suis d'accord. Non mais attendez, expliquez-le-moi. Non, c'est à vous de... Ça ne change rien, vous êtes d'accord? Par contre, si vous êtes un homme ou une femme, oui, ça change. Parce que si vous êtes une femme, aujourd'hui, c'est vous qui portez sur votre dos les 2/3 des charges de la famille. Donc, certainement, vous allez être plus attentif à ceci ou à cela. Mais si vous êtes un riche handicapé, vous ne vous comporterez pas comme quelqu'un qui est en situation de handicap. Vous vous comporterez comme un riche. D'accord. Et donc, pas de 6% non plus de taux d'employabilité obligatoire dans les entreprises et les administrations publiques? Non, ça, c'est pas pareil. Les entreprises, là vous me parlez des entreprises, tout à l'heure vous me parliez de la politique. Je vous parlais des élus, et là maintenant je vous demande, puisque vous dites que vous êtes contre les quotas... Non, dans l'entreprise ça n'a rien à voir. L'entreprise c'est autre chose. Tout à l'heure nous parlions de conviction politique, et d'un rapport entre une condition humaine spécifique, homme, femme ou handicapé ou pas handicapé, et puis la décision politique. Là, on parle du travail. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, la ressource principale qui permet à quelqu'un de garantir son autonomie dans la vie, c'est le travail et le salaire. Donc je suis d'accord. Par contre, pour qu'on mette des quotas au travail, parce que je ne vois pas en quoi une situation de handicap devrait être considérée a priori comme un obstacle au travail. Sinon, par des préjugés. Et la seule manière de vaincre un préjugé, en effet, c'est de mettre un quota. Mais j'ai jamais entendu dire que la situation de handicap soit un préjugé à l'égard de quelqu'un pour le désigner à des responsabilités politiques. J'ai milité avec Pablo Echenique, il m'a jamais parlé de ça. Dans notre assemblée, Damien Abad est en situation de handicap parce qu'il a une maladie qui est assez sévère. Voilà, c'est ça la différence que je fais. Hein. Je comprends. Est-ce que, du coup, dans votre gouvernement, puisque là, on aura des gens qui vont travailler pour votre gouvernement, là, les 6% s'appliqueront bien? Non. Non. Parce que là, à nouveau, nous sommes dans une représentation politique. Je recommence. La situation de handicap ne constitue pas une conscience politique, ou ne justifie pas une conscience politique. Dans le gouvernement, il y aura les gens dont j'ai besoin. Alors s'ils sont... en plus, c'est le Premier ministre qui est censé, d'après la Constitution, décider, mais les gens dont on a besoin. Alors après, peu importe quelle est leur situation. Parce que, par exemple, oui, il y aura un quota de femmes, ça c'est clair. Nous essaierons d'atteindre l'objectif de la parité. Mais quota d'autre chose, non. D'accord. Moi, je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu sur l'accessibilité, parce que j'ai bien entendu que la loi Elan, ça, tout comme de nombreuses associations, vous semble complètement aberrante. Ouais. Mais vos propositions, les propositions en tout cas que formule la France Insoumise sur ce sujet, ça sera quoi concrètement? Vous abrogerez cette loi? Vous irez plus loin? Eh bien oui, toutes les lois qui nous paraissent être des lois antisociales ou des lois qui nous font reculer, elles seront transformées. Certaines, on ne peut pas tout abroger, parce que dans toutes les lois, il y en a un morceau. Non, et moi, je vous dis ça parce qu'un temps, j'ai cru qu'il suffisait de les passer à la moulinette en disant on abroge, on abroge, on abroge, et on m'a dit pas du tout. Si tu abroges une loi, ça ne veut pas dire que c'est la précédente qui s'applique. Donc ça veut dire qu'il faut tout retoucher. Alors,
comment tout retoucher? La méthode qui apparaît la plus simple, c'est de faire des lois transversales. Hein. Donc ça ne va pas être une loi logement. On peut parfaitement imaginer un plan qui a valeur de loi et qui impose des normes dans toutes sortes de domaines. Alors à l'article 1, vous aurez le logement, et à l'article 10, vous aurez l'obligation de traduire en braille un certain nombre de documents. Bon, parce que, par exemple, pour ce qui est je suis le seul à avoir fait un programme en braille, je croyais que tout le monde faisait ça. Ben non, c'est pas le cas. Je prends cet exemple, il peut paraître très limité dans son impact. Non, c'est important que vous le disiez aujourd'hui, parce que moi, par exemple, qui suis en situation de déficience visuelle, j'en ai pas eu connaissance, et je trouve que c'est une information qui est très importante à dire. Vous parlez spécifiquement du braille? Oui, du braille, par exemple. Ça, c'est une mesure qui est intéressante, que les gens qui nous regardent et nous écoutent, j'en suis certain, sont contents de le savoir, comme le fait que vous traduisiez vos meetings en LSF. Oui, le programme en braille, ça n'a pas été simple, hein, parce que ça coûte une blinde de le faire. Mais bon, on a pensé que c'était aussi un signal qu'on envoyait. Hein, si vous voulez, c'est toujours la même idée, un principe philosophique qu'on veut illustrer, mais après, il faut dire aux gens la vérité. Ce n'est pas possible en économie libérale. Donc, tranchez. Ne demandez pas deux choses en même temps, c'est-à-dire le libéralisme et je vais rêver d'être milliardaire, etc. Et puis après je fais ce que je veux, et si j'ai des sous, je vis comme je veux. Et puis, cela, il faut que ce soit pour tout le monde. Non, c'est ou pour tout le monde ou pour quelques-uns. Les deux, c'est pas possible. Donc vous choisissez, parce que c'est ça l'enjeu d'une élection. Dans notre pays, hélas, comme tout est concentré sur le chef de l'État, hélas, c'est comme ça. Mais il y a donc un enjeu qui n'est pas un enjeu simplement personne en situation de handicap. C'est oui ou non, la règle est-elle l'entraide ou est-elle la libre compétition? Et je crois que c'est mon rôle de vous dire ça, hein, comme c'est votre rôle à vous de me dire, de m'interroger sur chaque point. Hein. Mais je dénonce l'hypocrisie de ceux qui, à l'occasion des élections, disent oui à tout, et puis ensuite, quand on passe au vote, c'est terminé, il n'y a plus personne. Mais du coup, je ne vais pas vous interroger sur l'accessibilité numérique, sur les mesures que vous mettriez en place, parce que j'ai bien compris que ce n'est pas vous directement qui les mettrez en œuvre. Non, je vais par contre vous demander qu'aujourd'hui, on a 4% des administrations... Non, pardon, attends, excusez-moi, mais non, mais vous ne défilez pas. L'accessibilité... à 100%, c'est au moins 1 ou 2 milliards. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les administrations, seulement 4% des sites ont déclaré leur note d'accessibilité. Vous trouvez ça, du coup, de ce que je comprends... la loi n'est pas appliquée. Tout le monde s'en fout. Mais des lois comme ça, des dizaines. Pourquoi? Parce qu'elles frappent des gens qui sont hors d'état de se défendre. Donc comment, là, par contre, vous, à l'exécutif, vous ferez pour que la loi soit appliquée? C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de le faire, c'est aux parlementaires. Oui, mais il y a déjà des lois qui ont été votées. Nous dirons aux gens, la loi s'applique. Vous parlez d'un grand progrès. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux vous dire qu'une chose, mais... Des contrôles, des sanctions, peut-être? Allons-y, des sanctions. Ou alors un encouragement? Non plus. Non, la loi doit s'appliquer. Point. Si vous ne faites pas ce qu'il y a dans la loi, vous êtes puni. Oui, mais... Bon, très bien. Alors attendez, j'essaye de vous expliquer... à mon avis, comment j'ai le droit de choisir l'ordre de mes réponses. Ma réponse, c'est si vous voulez qu'il y ait des sanctions, c'est ce que vous venez de me dire. Non, je vous demande si... Non, mais attendez, mais supposez. Vous me demandez quoi alors? Je vous demande comment on fait appliquer la loi aujourd'hui. Très bien. Donc, comment on fait appliquer la loi, à votre avis? On vérifie qu'elle est appliquée. Qui le fait? Des inspecteurs. Oui. Qu'est-ce qu'un inspecteur? C'est quelqu'un qui a une paye et une carrière. Vous êtes prêt à payer? Ça, c'est la réponse politique. La mesure sociale ou le gling-lang du Père Noël. Je veux ci, je veux là, je veux là. On ne pourra pas faire tout ça si vous ne me donnez pas les moyens de le faire. Et si vous élisez pour M. Macron, ça ne sera jamais fait. Voilà ce que moi je veux dire aux gens. Ils sont confrontés à une logique de gouvernement et à une logique de financement. Donc vous, en je ne gueule pas, croyez pas, parce que je parle fort que je gueule. Mais je me sens absolument pas visé. Bon, très bien. Mais ça tombe bien. Et je vous remercie pour la clarté de vos réponses. Ouais. C'est quand même important ce temps de parole, ce temps de discussion, parce que justement, 12 millions de personnes aujourd'hui sont en situation de handicap. Il y a 10 millions de personnes autour d'elles qui sont aidantes.
et qui se posent ces questions-là et qui ont l'impression trop souvent d'être oubliés du débat politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fois, je vous remercie de répondre à nos questions comme tous les autres candidats font l'effort de le faire, et en même temps de clarifier votre position parce que vraisemblablement elle est importante. Je vais juste terminer avec notre petit jeu qui est, alors je le sais, vous allez pas rentrer dans les clous parce que vous êtes comme ça. La question hashtag en 280 caractères. Je vous dirai quelle sera la place du handicap dans votre politique et votre gouvernement. Celle qu'elle se donnera elle-même. Si les citoyens font rien, ils n'auront rien. Bon bah voilà, on les a largement et on est là. Et je pense qu'on aura fait le meilleur résultat. Attendez quand même que j'explique. À part, on va expliquer. Ce que je voudrais dire, quand on parle de situations, les situations de handicap, ce qu'elles ont d'interpellant, en tout cas pour quelqu'un qui se soucie des autres ou qui a une philosophie humaniste, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est évidemment qu'aucun problème ne peut se régler en dehors des rapports de force de la société. Les gens les premiers maltraités sont ceux qui n'ont pas le moyen de se défendre ou qui doivent négocier leur défense. Par exemple, les femmes négocient leur défense parce que, comme ça concerne absolument toutes leurs activités vitales, elles négocient. En ce qui concerne le handicap, il n'y a personne pour négocier. Je pense, quand j'ai eu les rencontres avec les AESH, c'était terrible parce que l'interpellation, on a chopé des gens comme ça un peu pendant qu'ils manifestaient dans la rue. C'était terrible. Personne n'arrivait à croire que quelqu'un puisse avoir pour boulot une activité dans laquelle tu gagnes 540 € par mois à t'occuper d'un gamin qui va à l'école et au fond du fond, tout l'avenir, tout le devenir de ce gamin pèse sur les épaules de cette femme à 540 €. Et toute la société n'a rien à dire sur ces 540 €. Quand elles disent on veut être titularisé, on regarde ailleurs. Quand on dit on veut de la formation, on regarde ailleurs. Donc ce que je voudrais dire, c'est que plus tu es dans le camp de ceux qui subissent, plus il faut être fort dans la lutte. Et moins tu l'es, plus le système te passe sur le corps. Si tu pouvais te taire définitivement, ça serait parfait pour lui. C'est d'ailleurs ce que cherche à faire le président de la République. Il gouverne tout seul dans son conseil de défense. On a une élection présidentielle, il ne vient pas débattre. Là, il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus de gouvernement. Voilà, il a enfin le système parfait dont il rêve. Bon, vous avez réussi à réveiller mon chien. Non, on discute, votre chien et moi, parce qu'il est tellement d'accord avec moi qu'il a tenu à manifester. Vous lui avez mis un collier bleu, blanc, rouge. Oui, exactement, parce que je suis quelqu'un de très patriote. J'aime mon pays. Ah oui, vous aussi. Faites attention, parce qu'après, on passe pour des exagérés. Jean-Luc Mélenchon, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu. C'est tout, ça y est, c'est fini. Bah écoutez, on peut continuer encore pendant des heures. Oui. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'était très important pour les gens qui vous regardent et vous écoutent. Merci beaucoup. Je voulais remercier l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, à la production Blind Design, à la réalisation Léa Fattori, à l'image Mathis Lebert, Léa Fattori, Sharon Martins, au son, Pierre, il m'excusera, je ne me rappelle pas de son nom de famille. Évidemment, tous ceux qui nous aident, l'ADAPT, la CFPSA, 100% dynamique, la PHPP, et puis vous, bien évidemment, qui nous suivez quotidiennement sur les réseaux sociaux et à travers cette émission qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est un petit peu agitée comme émission parce que vous êtes un peu indiscipliné, mais j'aime bien. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Je suis chez moi, je sais bien ce que je veux. La prochaine fois, vous viendrez chez moi. Merci beaucoup. Promis, vous me donnerez le règlement intérieur avant. Et votre chien, il m'a à la bonne. Sur un fond blanc texturé, apparaissent les remerciements et crédits. Production, Blind Design. Réalisation, Léa Fattori. Images, Mathis Lebert, Sharon Martins, Léa Fattori, Lucas Reverdy. Son, Pierre Oberlet, présenté par Anthony Martin-Smith. Rédaction, Emmanuel Dalseco, Thibaut de Martin-Pré. Interprète en langue des signes française, Jennifer Tederi. Un nouvel écran prend place. Toujours sur fond blanc texturé, des logos apparaissent. En débat 2022, une initiative de l'ADAPT, la CFPSA, 100% en dynamique et APHPP. En partenariat avec handicap.fr, Radio France, Eco Réseau Business, Sud Radio et Blind Design.